Bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass Les 4 piliers de l'alimentation santé. Alors, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, donc, je tenais à vous remercier pour votre présence à cet atelier. Vous avez été très nombreux à vous inscrire et j'espère donc que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Donc, nous allons parler des 4 piliers de l'alimentation santé. Alors, l'alimentation santé, qu'est-ce que c'est? C'est une alimentation qui vous permettra donc de garder la ligne, perdre du poids, rester en forme et de vous prévenir le plus longtemps possible de la maladie. Nous allons donc commencer sans plus attendre. J'espère que vous avez de quoi noter. Je vous rappelle que cette formation est exceptionnellement gratuite et elle ne sera en ligne que quelques jours. Donc, cette formation elle est extraite de ma formation BABA Nutrition, une formation destinée à la fois aux professionnels de santé, mais aussi au grand public qui souhaitent approfondir leurs connaissances en nutrition. Alors voici le plan que nous allons adopter durant cette masterclass Les 4 piliers de l'alimentation santé. On commencera par une petite introduction avec quelques données épidémiologiques. Ensuite, donc, nous verrons tour à tour chacun des 4 piliers. Et enfin, une partie pratique dans laquelle nous verrons concrètement comment vous pouvez structurer votre alimentation en respectant ces 4 piliers. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Vibol, je suis coach santé et nutrition et docteur en pharmacie. Alors, j'ai exercé pendant près de 15 ans en pharmacie derrière les comptoirs. J'ai même eu ma pharmacie pendant 8 ans à peu près. Pendant ma carrière officinale, j'ai été amené à me spécialiser à la micronutrition. Et maintenant, donc, j'ai cédé ma pharmacie depuis quelques années et je me consacre totalement au métier de l'accompagnement. Aujourd'hui, donc, je propose mes services en tant que coach santé et nutrition. Je vais accompagner donc les personnes qui veulent retrouver le top de leur forme et le chemin de la pleine santé, notamment donc des personnes qui veulent rééquilibrer leur alimentation, qui veulent perdre du poids, mieux gérer leur stress, reprendre le sport, etc. Et aussi, j'accompagne les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques un peu diverses et variées, allant de l'hypertension artérielle, euh, le diabète de type 2, les troubles de digestion, etc. Donc, j'optimise leur alimentation en complément de leur traitement médicamenteux habituel. Alors, vous connaissez peut-être ce personnage ou pas? Alors, attendez, je vais remettre sa tête, ça sera mieux. Donc, cet homme, c'est Hippocrate de Cos, médecin et philosophe de la Grèce antique, que l'on considère un peu comme le père de la médecine occidentale. Alors, on lui prête aussi cette fameuse phrase à Hippocrate qui est que ton alimentation soit ta seule médecine. Donc, phrase assez simple, mais pleine de sagesse, qui paraît assez évidente dans son sens, mais qui n'est pas forcément simple à adopter de nos jours. Donc, nous pourrions aussi dire que dans la même idée, nous sommes ce que nous mangeons. Donc, chaque aliment que nous consommons est incorporé dans notre corps et chaque fois que nous incorporons, nous faisons un choix entre avoir plaisir ou pas, ou le choix de conserver son capital santé ou pas. Donc, je pense que vous l'avez bien compris, nos choix alimentaires déterminent notre santé. Il y a donc un lien direct entre l'alimentation et la maladie, comme vous vous en doutez. Parmi elles, donc, on peut citer bien évidemment l'obésité, le diabète de type 2, l'ensemble des pathologies cardiovasculaires, les cancers, mais aussi les maladies neurodégénératives que sont notamment les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Alors, on va passer très rapidement sur cette petite diapositive. C'était juste pour vous montrer un peu des données épidémiologiques. Là, on voit que donc les maladies cardiovasculaires sont les principales causes de mortalité dans le monde, avec notamment donc en première position tout ce qui est cardiopathie ischémique, donc les infarctus du myocarde, et aussi donc en deuxième position les accidents vasculaires cérébraux. Donc petite image que j'aime beaucoup, on y voit ici donc l'évolution de l'homme avec un grand H de notre ancêtre primate à gauche, tout à gauche, à nous, Homo sapiens, sapiens tout à droite. Alors, on aperçoit notamment au milieu de cette image donc notre ancêtre Homo sapiens avec sa lance sur l'épaule qui apparaît sur Terre il y a environ 300 000 ans. Donc, et tout à droite, comme je disais, c'est l'Homo sapiens version homme moderne qui, comme vous pouvez le voir,
a une certaine forme physique. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette diapositive? Ce qu'il faut comprendre ici, ce sont les notions d'environnement et de mode de vie. Il y a une chose qui est essentielle à saisir et que lorsqu'un organisme vivant apparaît dans un écosystème donné, donc que ce soit l'Homo sapiens, une bactérie, un insecte, un mammifère ou une plante quelconque, donc cet organisme vivant est logiquement adapté à son environnement et peut y survivre et même y vivre tranquillement. Donc lorsque Homo sapiens apparaît sur Terre il y a 300 000 ans, alors quand je dis apparaît, attention, je ne parle pas d'apparition spontanée évidemment, je parle d'évolution, un mélange fin entre sélection naturelle et adaptation des organismes, donc un processus qui peut prendre des millions d'années. Alors lorsque Homo sapiens apparaît sur Terre il y a 300 000 ans, celui-ci est tout à fait adapté à son écosystème. Il a toutes les caractéristiques génétiques, donc les capacités physiques et les fonctions métaboliques nécessaires à sa survie dans cet environnement. Et d'un point de vue nous génétique, donc nous avons hérité de ce même patrimoine génétique. Or, notre environnement et notre mode de vie aujourd'hui n'est pas du tout le même que notre ancêtre de l'époque. Donc, ainsi, on peut dire que soit plutôt il y a une réalité qu'il faut admettre, donc notre environnement n'est pas adapté aujourd'hui à nos caractères génétiques, ou bien ce sont nos caractères génétiques qui ne sont pas adaptés à notre environnement. Donc je vous laisse un peu méditer là-dessus. Encore quelques données épidémiologiques donc sur cette diapo. Donc le surpoids ou l'obésité sont responsables de 2,8 millions de décès dans le monde selon les chiffres OMS. Autre chiffre alarmant, on estime qu'à l'horizon 2040, un adulte sur 10 sera atteint de diabète de type 2. Alors, premier pilier, le voici, c'est la densité nutritionnelle. Donc, c'est une notion qui est peu connue du grand public. Pourtant, comme on l'a constaté avec les chiffres épidémiologiques de l'obésité et des maladies de civilisation, donc avoir une alimentation à haute densité nutritionnelle est vraiment essentiel pour la santé. Alors, la densité nutritionnelle, c'est quoi? À ce jour, il n'y a pas de consensus sur cette définition de densité nutritionnelle. Selon le Programme national nutrition santé, la densité nutritionnelle d'un aliment correspond à sa teneur en nutriments rapportée au nombre de calories qu'il contient. Il en découle de cette définition un indice qui classe les aliments en deux catégories. Ceux qui ont un indice supérieur à 40, les calories pleines, et les aliments avec un indice inférieur à 40, les aliments dits à calories vides. Dans les calories pleines, vous retrouvez évidemment les fruits et légumes principalement. Et concernant les calories vides, tout ce qui est produit transformé et ultra transformé la plupart du temps. C'est-à-dire les gâteaux, confiseries, bonbons, sodas, snacks, etc. Ces aliments apporteront beaucoup de calories, mais très peu de nutriments. À noter qu'il existe différents indices d'évaluation de cette densité nutritionnelle. Comme je disais un peu plus tôt, il n'y a pas encore de consensus international sur ces indices qui vont se distinguer les uns des autres par le nombre de nutriments pris en compte dans leurs calculs. Ils comparent le plus souvent la densité nutritionnelle sur des portions caloriques égales d'aliments. Ainsi, des aliments très gras ou très sucrés auront souvent une densité nutritionnelle plus faible. Or, attention, d'un point de vue nutritionnel, toutes les calories ne se valent pas. Des aliments comme le saumon ou les amandes peuvent se retrouver dans la catégorie des aliments à faible densité nutritionnelle, alors que leur richesse en oméga 3 les rend pourtant très intéressantes pour la santé. De façon générale, donc plus globale, retenez qu'un aliment possède une forte densité nutritionnelle lorsqu'il apporte par portion ingérée une quantité intéressante de nutriments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, donc les vitamines, minéraux, oligo-éléments, oméga 3, oméga 9, etc. Comment expliquer la diminution de la densité nutritionnelle de notre alimentation? Alors, nos habitudes de vie alimentaires ont considérablement changé depuis le milieu du XXe siècle.
Ce phénomène s'explique par des changements sociaux, économiques importants qui ont conduit à la modification des modes de vie et de l'alimentation. Notre alimentation moderne aujourd'hui est beaucoup trop riche en aliments raffinés, viande et produits industriels ultra transformés, ces fameuses calories vides. Et inversement, elle est trop pauvre en fruits et légumes. Donc, ça rend ce régime moderne beaucoup trop dense au niveau énergétique et inversement trop faible d'un point de vue nutritionnel. On voit très bien dans les pays à la fois émergents et industrialisés, lorsque le régime moderne occidental remplace les régimes traditionnels, on constate donc l'émergence des maladies dites de civilisation qu'on a citées plus tôt, donc le surpoids, l'obésité, diabète, cancer, etc. Comment augmenter la densité nutritionnelle de son alimentation? Alors, pour augmenter la densité nutritionnelle de votre alimentation, faites la part belle aux fruits et légumes. Ceux-ci doivent représenter la base de votre pyramide alimentaire. Dans la mesure du possible, essayez de manger des fruits et légumes frais, biologiques, de saison et idéalement issus de circuits courts. Pour votre assiette idéale, par exemple, retenez que la moitié de votre assiette doit être représentée par des légumes et non des glucides. Autre clé aussi importante, c'est la couleur dans vos assiettes. Ceci gage souvent donc d'une certaine variété en nutriments et donc ce qui est idéal d'un point de vue qualitatif pour augmenter la densité nutritionnelle de votre alimentation. À cette base végétale, il est aussi intéressant d'ajouter les aliments suivants pour augmenter la qualité nutritionnelle de votre régime. Alors, les céréales complètes, beaucoup plus intéressantes que leur version raffinée. Mangez du pain complet, riz complet ou des pâtes complètes lorsque vous avez besoin de glucides. Ils sont plus riches en vitamines et minéraux et sont source de fibres. Veillez en revanche à bien les prendre bio pour éviter la surexposition aux pesticides. Ensuite, vous avez les légumineuses, alors avec les lentilles, les pois chiches, le soja ou les haricots. Les légumineuses ou légumes secs sont une très bonne alternative aux protéines animales et apportent des minéraux, fibres également. À noter que leur association aux céréales est très souvent retrouvée dans les régimes traditionnels. Vous allez retrouver par exemple en Asie l'association riz-soja. En Afrique du Nord, on va retrouver la combinaison lentilles-riz ou encore pois chiches-blé. Et enfin, en Amérique latine, on retrouve le mélange haricots rouges-maïs. Donc, ces combinaisons sont très intéressantes et permettent d'apporter l'ensemble des acides aminés essentiels à votre alimentation. Ensuite, nous avons les produits de la mer. Donc, les poissons, évidemment, poissons des mers froides notamment, qui sont riches en oméga 3, avec le saumon, les maquereaux ou les sardines. Dans les régimes occidentaux, il y a une vraie carence en oméga 3. Alors pour être plus juste, ce n'est pas vraiment une carence, c'est plutôt un déséquilibre entre nos apports en oméga 3 et oméga 6. L'alimentation dite occidentale est beaucoup trop riche en oméga 6, ce qui entraîne des problèmes d'inflammation chronique de l'organisme. Pensez aussi aux fruits de mer, avec les huîtres par exemple, ou les palourdes, qui sont d'excellentes sources de zinc et de vitamine B12. On a aussi les algues qu'on mange très peu dans nos contrées pour les produits de la mer, alors qu'elles sont vraiment très riches en nutriments. Le choix est vaste en plus. Vous avez notamment la dulse, wakame, nori ou encore la spiruline qui est très connue aujourd'hui. Ensuite, les épices, les herbes aromatiques et le thé qui permettent d'apporter des antioxydants qui joue sur la lutte contre le stress oxydatif et le vieillissement prématuré des cellules. Ensuite, j'ai mis viande de qualité. Donc, bien que dans la diapo précédente, je disais qu'on en mangeait un peu trop, ce qui est vrai, mais il n'est pas donc nécessaire d'en manger tous les jours. 3 à 4 portions par semaine sont amplement suffisantes. Privilégiez les viandes de qualité, nourries au fourrage ou aux graines de lin, ce qui permet d'avoir des viandes plus riches en oméga 3. Donc, petit mot sur les cuissons, sans entrer dans les détails pour être simple. Donc, elles jouent aussi un rôle dans la disponibilité des nutriments. Évidemment, les cuissons à haute température, vous vous en doutez bien,
elles ont tendance à détruire une certaine quantité de nutriments, donc préférez les cuissons plus douces, comme la cuisson à la vapeur par exemple. Alors, nous avons fini avec le pilier numéro 1. Nous allons à présent aborder le pilier numéro 2 sur l'équilibre acido-basique. Alors, il faut savoir que notre pH sanguin est toujours situé entre 7,35 et 7,45. Alors, quand tout va bien et dans des conditions physiologiques normales. Donc, il est important de garder ce pH à ces valeurs pour que l'organisme fonctionne de façon optimale. Ce pH va fluctuer donc en fonction de ce que vous allez manger, du stress et de l'âge. Mais grâce à des mécanismes de régulation assez fins, donc ce pH sera maintenu entre cette fourchette de 7,35 et 7,45. Les reins et les poumons notamment sont les organes qui vont intervenir dans le maintien du pH. Donc, il existe également des réserves alcalines que sont les tissus osseux et les tissus conjonctifs. Alors, pour comprendre ces notions d'acide et base, déjà il ne faut pas confondre le goût acide d'un aliment et son pouvoir acidifiant. Donc le citron par exemple a un goût très acide, mais c'est un aliment au pouvoir alcalinisant important. Alors, au long cours, lorsque la charge acide est trop importante, on peut voir arriver donc des troubles, les troubles suivants, donc de la fatigue chronique, des pertes en minéraux, de l'ostéoporose ou encore des troubles ostéo-articulaires. Ces troubles qui sont liés à la mobilisation des réserves alcalines que j'ai mentionnées précédemment, les réserves alcalines qui sont donc les os et les articulations, et peuvent aussi survenir des problèmes d'inflammation chronique. Les aliments acidifiants sont principalement les suivants. Alors le sel est le principal responsable du déséquilibre acido-basique. Le sel de table, le fameux chlorure de sodium, contribue fortement à rompre l'équilibre acido-basique. Il y a aussi d'autres facteurs alimentaires, d'autres aliments qui vont favoriser donc la consommation excessive de viande, les charcuteries, tout ce qui est produits laitiers, le fromage, les céréales raffinées, donc le riz blanc, le pain blanc, les pâtes blanches, les sodas, l'alcool et enfin le café en quantité excessive. Les aliments alcalinisants sont bien évidemment les fruits et légumes. Consommez au moins 7 à 8 fruits et légumes par jour. Mangez également des oléagineux, buvez du thé. Alors pour la cuisine, utilisez des épices, des herbes aromatiques. L'ail et l'oignon également sont alcalinisantes. Et aussi une bonne hydratation que je n'ai pas mentionné ici. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Alors il faut savoir qu'il existe une échelle qui permet de quantifier le pouvoir acidifiant ou alcalinisant d'un aliment, c'est l'échelle PRAL. Les aliments acidifiants auront un score PRAL positif, alors que donc les aliments alcalinisants, les aliments basifiants, auront un score PRAL négatif. Donc retenez principalement que pour retrouver un bon équilibre acido-basique, les règles suivantes, donc manger un maximum de fruits et légumes, notamment des végétaux. Comme vous pouvez le voir sur cette échelle, les végétaux sont, les légumes notamment, sont les principaux aliments basifiants. Réduisez votre consommation de sel, notamment donc le sel de table. Évitez les aliments aussi donc très riches en sel comme la charcuterie, le fromage, les plats préparés, les chips, également le pain et les pizzas car ce sont des produits raffinés. Supprimez les sodas, limitez le café à 1 à 2 tasses par jour et enfin limitez votre exposition aux pesticides, le tabac et l'alcool. Pilier numéro 3 maintenant, donc les indices glycémiques. Donc qu'est-ce que l'indice glycémique? Donc voici la définition. Alors l'indice glycémique ou IG, donc l'IG d'un aliment permet d'évaluer son pouvoir hyperglycémiant, c'est-à-dire sa capacité à augmenter la concentration du glucose dans le sang après sa consommation. Alors on va distinguer de cette façon les aliments à IG très faible, dont l'IG est inférieur à 35. Entre 35 et 50, vous aurez les IG faibles. Entre 50 et 70, les IG moyens. Et enfin, au-dessus de 70, les aliments à index glycémique dit élevé. Donc, l'IG de référence est celui du glucose qui est de 100.
Alors sur cette diapositive, vous pouvez voir les effets sur la glycémie de différents aliments ayant des indices glycémiques différents. Donc on constate que plus l'IG est élevé, plus vous aurez une élévation rapide et importante du taux de sucre dans le sang. Donc chose aussi très importante à observer sur ce graphique, regardez bien à la droite donc, de ce graphique, 2 heures après la prise de ces aliments, on remarque qu'avec les aliments à IG moyen, mais surtout avec l'IG élevé, on voit les valeurs de la glycémie qui chutent en dessous des valeurs, on va dire, normales après 2 heures. Donc vous voyez ce pic vers le bas, ce pic rouge vers le bas. Donc on peut parler d'hypoglycémie réactionnelle. Ce phénomène s'explique par la forte sécrétion d'insuline qui a suivi l'ingestion de ces aliments. Pour rappel, donc l'insuline est une hormone qui est sécrétée par le pancréas pour faire entrer le sucre dans le sang vers les cellules. Donc suite à l'ingestion d'un aliment à IG élevé, vous aurez une forte sécrétion d'insuline. Donc cette forte sécrétion d'insuline qui jouera son rôle et permettra de faire descendre la glycémie, descendre le taux de sucre dans le sang si vous préférez. Mais étant donné qu'elle a été sécrétée en très forte quantité, celle-ci va continuer d'agir. Et ce qui provoque donc au bout d'un certain temps, au bout de 2 heures notamment, une hypoglycémie réactionnelle qui se traduit notamment par des coups de barre, un manque de concentration ou une faim précoce. Donc c'est ce qui va arriver lorsque vous mangez le matin par exemple, vous prenez votre café sucré avec une viennoiserie et un jus d'orange, ou encore les enfants qui mangent des céréales ultra transformées bourrées de sucre, qui à 10h ou 10h30 ne tiennent plus en place et ont déjà faim bien avant l'heure du déjeuner. Alors comme je le disais précédemment, lorsque vous mangez un aliment à IG élevé, votre glycémie s'élèvera rapidement et derrière il y aura donc une forte sécrétion d'insuline. Cette insuline, c'est bien une hormone indispensable à la vie, hein. Elle permet de faire entrer le glucose dans les cellules, glucose qui sera alors utilisé à des fins énergétiques ou alors stocké selon les situations. Sur ce graphique, vous pouvez observer comment l'insuline est sécrétée le long d'une journée. Donc chaque pic que vous voyez suit la prise d'un repas. Et vous pouvez voir également qu'il existe une sécrétion dite basale de cette insuline, même lorsque vous dormez, donc vous sécrétez de l'insuline. Donc l'hyperinsulinisme chronique pose de véritables problèmes, des problèmes qui vont s'installer de façon vraiment insidieuse, donc le stockage des graisses notamment. L'insuline, donc comme je disais précédemment, permet de faire entrer le sucre dans les cellules, mais aussi c'est une hormone de stockage. Donc ainsi, l'hyperinsulinisme chronique favorise le stockage des graisses et donc le surpoids et puis éventuellement à plus long terme l'obésité. Alors on peut voir aussi apparaître donc diabète de type 2 ou syndrome métabolique. Et encore une fois, il peut y avoir une inflammation chronique qui s'installe. Cette inflammation qui s'installe à bas bruit qui est le lit de nombreuses maladies. Donc voici un tableau. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est le genre de tableau que vous pouvez retrouver très facilement. Donc ces tableaux classifient les différents aliments en fonction de leur IG, et donc IG faible, moyen ou élevé. Les aliments à IG bas et modéré, donc généralement les légumes verts, globalement tous les végétaux riches en fibres. Vous avez les légumineuses, les oléagineux. Dans les fruits, on va retrouver tout ce qui est petites baies rouges, surtout les framboises, les myrtilles, les cassis, qui sont en plus très riches en antioxydants. Les protéines également ont un IG faible, logiquement, la viande, les poissons, le fromage. Et les céréales complètes, grâce aux fibres qu'elles contiennent notamment. Donc dans les aliments à IG élevé, vous retrouverez les céréales raffinées, donc riz blanc, pain blanc, pâte blanche, les viennoiseries, confiseries, gâteaux, pâtisseries, pizzas, frites, snacks industriels ultra transformés. Nous arrivons au dernier palier qui porte donc sur le microbiote intestinal. Le fameux microbiote intestinal. Alors,
en quelques chiffres, qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques années et qui révolutionne le monde de la santé avec les découvertes que l'on fait il y a maintenant quelques temps dessus. Alors ce microbiote intestinal, c'est un véritable organe à part entière. Ce sont ces fameuses gentilles bactéries, virus et autres parasites que vous retrouvez donc dans votre tube digestif. Alors il pèse environ 2 kg, plutôt il peut peser jusqu'à 2 kg. À ce jour, les scientifiques ont répertorié environ 2000 espèces différentes et on estime à 100 000 milliards de bactéries dans ce microbiote intestinal. Donc ça représente 10 fois plus de bactéries dans ce microbiote que de cellules dans votre corps. Donc c'est juste impressionnant. Autrement dit, on pourrait même dire que vous êtes plus bactérien que cellulaire. Vous avez plus de bactéries sur vous que de cellules dans votre organisme. Ce microbiote, c'est 3,3 millions de gènes. À titre de comparaison, le corps humain, plutôt le génome humain, n'est composé que de 23 000 gènes. Donc voici ce que l'on peut voir si l'on zoome dans la lumière de votre intestin, sur la paroi de vos intestins, tous ces petits micro-organismes qui vivent en harmonie avec nous, donc en parfaite symbiose. Ce microbiote intestinal, comme je disais un peu plus tôt, donc c'est un véritable organe extra-humain essentiel à notre bonne santé. Il assure à la fois donc des fonctions métaboliques et des fonctions de structure. Il nous aidera donc à bien assimiler les nutriments, synthétiser des vitamines également, comme la vitamine K, la vitamine B12 ou la B8. Il assure aussi un rôle de barrière. Et enfin, il joue un rôle immunitaire très important, car en effet, 80% de notre système immunitaire dépend de ce microbiote intestinal. Alors, quand ce microbiote intestinal est malmené, lorsqu'il est déséquilibré, on parlera de dysbiose. La dysbiose qui peut être responsable de nombreux troubles. Alors, tout d'abord, bien évidemment, des troubles d'ordre digestif, donc des troubles du transit, ralentissement du transit avec la constipation ou accélération du transit, avec des diarrhées fréquentes, des problèmes de ballonnement, de crampes, aussi donc un peu plus sévère des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On sait aujourd'hui qu'une dysbiose peut être aussi à l'origine d'asthme, d'allergies, de maladies auto-immunes, de la dépression. Il y a aussi un lien entre dysbiose et autisme et même obésité. Des études même dernièrement ont montré le lien entre la maladie d'Alzheimer et certaines bactéries de l'intestin. Donc comme vous pouvez le voir, il est important de prendre soin de votre microbiote intestinal. Alors les aliments qui vont favoriser la dysbiose. On va retrouver le gluten qui est hautement inflammatoire, tout ce qui est sucre raffiné, donc un excès de pain blanc, de pâte blanche, des farines blanches, les produits industriels évidemment lorsqu'ils sont très riches en sucre et en sel, la viande en forte quantité, les graisses saturées et les graisses trans qu'on retrouve toujours dans ces produits industriels, et également donc tout ce qui est antibiotiques, pesticides, additifs alimentaires qu'on retrouve dans les produits ultra transformés, le stress chronique aussi, le tabac et l'alcool. Alors juste un petit mot sur les antibiotiques. Les antibiotiques sont très délétères pour le microbiote intestinal. Sur cette photo, vous pouvez voir l'effet des antibiotiques donc avant un traitement et après le traitement antibiotique. On voit bien avant la prise d'antibiotiques une flore qui est bien dense et après la prise, après le traitement antibiotique, donc vous voyez une flore qui est quasi décimée. Donc deux choses importantes par rapport aux antibiotiques. Premièrement, ça vous le savez déjà, ne pas en abuser, ne les utiliser que lorsque c'est vraiment indispensable. Et deuxièmement, si vous devez faire un traitement, si vous êtes obligé de prendre un traitement antibiotique, veillez à bien protéger votre flore digestive avec des probiotiques adaptés,
des probiotiques protecteurs pendant toute la durée du traitement, et pensez surtout à restaurer votre flore à la fin de votre traitement. Alors sur cette diapo, les aliments pour prendre soin de votre microbiote. On va retrouver tout ce qui est fibres, comme d'habitude. Ce sont elles qui vont servir de nourriture à votre microbiote intestinal. Mangez donc des fruits et légumes riches en fibres, encore une fois. Notamment, donc après, on va retrouver aussi tout ce qui est source de polyphénol, les baies et les fruits rouges, la grenade, le curcuma, le poisson gras, plutôt les poissons gras, tout ce qui est aliments lactofermentés qui permettent d'enrichir cette flore, la choucroute, les cornichons, les pickles, les fromages, le pain au levain aussi, entre autres. Et aussi tout ce qui est boissons lactofermentées comme le kombucha ou le kéfir. Nous avons vu les 4 piliers de l'alimentation santé, alors on va passer à une partie plus pratique qui va synthétiser un peu tout ce qu'on vient de voir. Alors, vous allez voir concrètement comment vous pouvez structurer votre alimentation, donc en respectant le plus possible ces 4 piliers de l'alimentation santé. Une règle que vous pouvez adopter pour votre alimentation, c'est la règle suivante, donc la règle des 3 V. Donc 3 V pour végétal, vrai et varié. Alors végétal, comme on le disait dans le pilier numéro 1, la base de votre alimentation doit être faite de végétaux. Donc bien évidemment les légumes, les fruits, les légumes secs aussi et les oléagineux. Donc en mangeant végétal, vous aurez une alimentation donc dense en nutriments, pilier numéro 1, qui permettra d'avoir un équilibre acido-basique, pilier numéro 2, globalement une alimentation à IG bas, et enfin qui favorise la bonne santé de votre microbiote, notamment grâce aux fibres des végétaux. Alors ensuite, le deuxième V pour vrai, une alimentation vraie qui limite le plus souvent possible les produits ultra transformés. Alors si vous avez besoin de lire les ingrédients d'un produit que vous allez acheter, ou si vous avez besoin d'une application pour savoir si c'est un produit bon pour la santé ou pas, c'est sans doute que vous n'avez pas besoin de l'acheter. Donc manger et cuisiner des aliments vrais, des aliments bruts, que vous pourriez cueillir, ramasser, chasser ou pêcher dans la nature. Il faut vraiment limiter au maximum ces produits ultra transformés qui sont souvent donc vides de calories, à IG élevé, souvent salés et composés de graisses saturées. Donc tous ces produits ultra transformés qui ne rentrent pas du tout dans la case entre guillemets des 4 piliers, hein. Enfin, vous avez le V de varié, donc garder une alimentation la plus variée possible pour avoir un apport diversifié et complet en nutriments. Donc on en revient au pilier numéro 1, la densité nutritionnelle. N'oubliez pas cette notion de couleur dans vos assiettes. Faites des assiettes colorées avec au moins 3 couleurs différentes dedans. Il faut manger des végétaux, mais pas que aussi, pour varier. La viande n'est pas forcément indispensable, hein. Vous pouvez être en très bonne santé tout en étant végétarien, mais la viande reste tout de même la meilleure source en fer et en vitamine B12. Alors limitez votre consommation à 3 ou 4 portions par semaine, en préférant à chaque fois bien sûr des viandes de qualité, nourries au fourrage, notamment parce qu'elles sont plus riches en oméga 3. Donc n'oubliez pas non plus les bonnes graisses que sont les poissons gras. Et enfin, tout ce qui est céréales raffinées, à éviter au maximum. Préférez leur version complète, qui sont donc plus riches en fibres, vitamines et minéraux. Alors comment peut-on résumer aussi l'alimentation santé? Donc c'est une alimentation de bon sens, plutôt traditionnelle, faite d'aliments bruts que vous cuisinez vous-même. Évitez dans la mesure du possible donc les plats préparés que vous achetez au supermarché, donc limitez au maximum aussi les produits ultra transformés. C'est simple, hein, quand vous faites les courses, donc comme je disais un peu plus tôt, si vous devez lire les ingrédients, si vous devez utiliser une application quelconque pour savoir le score, le Nutri-Score
de ce produit, c'est sans doute que vous n'avez pas besoin de l'acheter vraiment. Sachant que aujourd'hui, tout ce qui est application, comment dire, les industriels de l'agroalimentaire, en quelque sorte, savent hacker ces Nutri-Score, savent les manipuler pour avoir des scores favorables et que vous les achetiez du coup. Une notion aussi très importante, c'est la notion de plaisir évidemment. Donc on pourrait penser que l'alimentation c'est une alimentation un peu stricte et voire triste, mais pas que justement. Satisfaire ses papilles et son cerveau donc sont très importantes. Sont très importants et pour la composante sociale c'est un peu mieux aussi de savoir se faire plaisir. Si vous êtes trop strict voire orthorexique, ça peut être assez difficile pour votre entourage et vos relations. Du coup sachez vous faire plaisir de temps à autre en appliquant ce principe des 80-20. Donc 80% du temps vous aurez une alimentation santé, une alimentation saine, et 20% restant, vous pourrez vous faire plaisir avec un bon restaurant entre amis ou un repas, on va dire plaisir, sans trop de contrôle, pour éviter donc la frustration et se récompenser aussi de ses efforts quotidiens. Mais après aussi, donc, ces 80% d'alimentation santé peut être aussi une source de satisfaction et de plaisir. Donc le plaisir de faire du bien à son corps, le plaisir de se sentir en bonne santé grâce à cette alimentation. Voilà, nous arrivons à la fin de cette masterclass sur les 4 piliers de l'alimentation santé. On va récapituler un peu tout ça. Donc les 4 piliers, le premier pilier, la densité nutritionnelle, pilier numéro 2, l'équilibre acido-basique, pilier numéro 3, les indices glycémiques, et pilier numéro 4, le microbiote intestinal. Donc, en résumé, pour bien structurer une alimentation santé, donc votre alimentation santé, respectez ces 4 piliers, gardez une grosse base végétale avec des fruits et légumes évidemment, mangez des aliments frais, bruts et diversifiés que vous cuisinerez vous-même, évitez au maximum les produits ultra transformés. Et petit principe que vous pouvez garder en tête, c'est le principe des 80-20, donc 80% d'alimentation saine et 20% d'alimentation plaisir, où vous pouvez être un peu plus, on va dire, détendu par rapport à votre alimentation. Vous pouvez lâcher un peu le contrôle et vous faire plaisir. Donc normalement, avec ces règles, vous devriez pouvoir structurer votre alimentation. Alors je n'ai pas ici fait d'exemple de menu spécialement car ça serait un peu long et à vrai dire il n'y a pas franchement de menu type dans le sens où chacun est différent. Donc on est tous différents par notre constitution, notre terrain et notre histoire. Donc certaines catégories d'aliments vont plus convenir à certains et pas à d'autres. Il y a des végétariens, des véganes, des flexitariens. Donc gardez juste bien en tête ces grandes règles et aussi donc ces 4 piliers de l'alimentation. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de cette masterclass. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Cette masterclass était assez longue. L'idée était vraiment de décrire chacun de ces 4 piliers sans trop pour autant rentrer dans les détails. J'ai essayé de rester le plus simple possible, concis et pratique. Alors j'espère que ça n'a pas été trop indigeste pour vous, sans mauvais jeu de mots. Donc comme je vous disais au début de cette masterclass, cet atelier est extrait de ma formation B.A.B.A. Nutrition, dans laquelle ces 4 piliers donc, sont abordés beaucoup plus en profondeur, avec d'autres thématiques évidemment. Si vous désirez aller plus loin et que cette formation vous intéresse, les inscriptions pour la prochaine session arrivent au premier semestre 2021. B.A.B.A. Nutrition, donc c'est une formation destinée aussi bien aux professionnels de santé, mais aussi au grand public. Vous pouvez ne pas être dans les métiers de la santé et faire B.A.B.A. Nutrition pour devenir votre propre coach de nutrition à la maison, pour vous et pour votre famille. C'est vraiment une formation complète et accessible. Donc cette formation est entièrement en ligne. Et vous pouvez vraiment la faire du coup à votre rythme, sachant que vous y avez accès à vie une fois que vous êtes élève B.A.B.A. Nutrition. Alors après cette masterclass, si vraiment vous avez du mal à élaborer vos repas à la maison ou au travail, donc je peux vous aider lors d'une consultation en ligne éventuellement.
si vous le souhaitez. Donc ça peut être aussi une occasion pour vous de faire un bilan nutritionnel complet. Après, si vous avez des objectifs plus précis, comme de la rééducation alimentaire ou de la perte de poids par exemple, je peux aussi vous accompagner sur des coachings de 3 mois ou plus. En tout cas, si vous avez la moindre question par rapport à mes services, vous trouverez les informations nécessaires sur mon site internet vibolcol.fr. Vous trouverez également sur ce site donc des articles qui peuvent sûrement vous intéresser si vous ne les avez pas déjà lus. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail si vous avez des questions au sujet de cette masterclass ou sur autre chose. J'essaierai de prendre le temps de vous répondre, bien évidemment. Merci encore pour votre attention. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.